J'ai toujours dit qu'il fallait que l'on réduise la dépense publique dans notre pays. Et je n'ai pas changé d'avis. Et au contraire, je le pense encore plus aujourd'hui qu'hier. Après, on peut discuter des montants de réduction de la part de l'État à l'égard des collectivités locales. On peut toujours dire c'est trop, c'est pas assez, c'est ceci, cela. Mais je n'ai pas tant critiqué le fait des montants de réduction, que l'on ne connaît d'ailleurs pas précisément pour l'instant, ce qui est une autre critique que je formule, que la brutalité, encore une fois, de la mise en œuvre. Et j'ai regretté qu'il n'y ait pas, en même temps, ce qui aurait été, à mon avis, intelligent, une proposition de partenariat entre l'État et les collectivités territoriales pour réduire aussi les contraintes qui pèsent sur nous et qui permettraient, en contrepartie, de générer des économies. Et ça, on peut le faire. On a aujourd'hui des dispositifs légaux, contraignants, qui ne servent pas forcément à grand-chose et qui nous coûtent cher. Et donc, on nous demande un effort pour lequel je suis, sur le principe, d'accord. Et on pourrait nous proposer des contreparties, sauf que les contreparties, elles ne sont pas là. Et ça, ce serait une bonne gestion publique et une bonne gestion de l'argent public, mais ça, c'est pas ce qui est proposé. La réalité est comme ça, premier temps de la manœuvre. Et donc, nous avons trois solutions qui peuvent se combiner. La première solution, c'est de ne toucher à rien et de faire de la dette. Ça, c'est très simple. Ça ne se voit pas trop. Et ça nous plongera à terme dans le pétrin. Le pétrin dans lequel la France navigue depuis maintenant une trentaine d'années. On pourrait d'autant plus le faire que la ville d'Orléans est peu endettée. Mais j'ai dit que c'était irresponsable et que je m'y refusais. Et c'est irresponsable, surtout par les temps qui courent. Il y a une deuxième solution, de dire, vous voyez, on nous supprime des dotations, je suis bien obligé de les compenser, donc je vais vous mettre une petite louche ou une grosse louche d'impôt en plus. Je vais compenser le manque de recettes pour la ville. Et je pense que c'est tout aussi, ou presque aussi irresponsable que l'augmentation de la dette, parce que on devient les champions du monde des prélèvements obligatoires dans notre pays. Alors on ne peut pas continuer indéfiniment à remplir la barque parce qu'elle va finir par couler. D'ailleurs, elle est en train de couler, ça c'est mon analyse. Bon, donc, nous nous refusons à cette deuxième hypothèse d'augmenter les impôts, ce qui ferait râler un peu sur le moment, puis vous savez, après, ça passe. On a pris un engagement pendant les élections, on l'avait pris antérieurement, on le tient. La troisième solution, c'est quoi ? Si vous en avez d'autres, vous me le dites, parce que moi je suis preneur. La troisième solution, c'est de diminuer nos dépenses. C'est ce que nous retenons. Et nous allons le faire de deux manières différentes, complémentaires. La première, dans le court terme, parce qu'il faut que le mois prochain, nous puissions présenter un budget équilibré pour 2015, ce sont des réductions de dépenses. Et la deuxième, dans le moyen terme, c'est une réorganisation que je propose aux autres communes de l'agglomération qui nous permettra, j'en suis totalement convaincu, j'allais dire j'en suis sûr, de réduire nos dépenses liées à notre fonctionnement, ce qui est la bonne solution parce que ça ne réduit pas les prestations qui sont proposées à nos concitoyens. Ça veut dire que nous, dans notre fonctionnement, on coûte moins cher. Et comment on le fait ? En travaillant beaucoup plus, en synergie, voire en fusionnant des services entre les 22 communes de l'agglomération. Bon, ça, c'est le schéma général. Et dans ce cadre-là, je vous ai présenté, surtout sur le premier volet de court terme, comment, échelonné quand même sur le mandat, bien sûr, comment nous allions réussir à diminuer de l'ordre de 10 millions d'euros la dépense de la ville d'Orléans, l'agglomération étant confrontée au même défi à relever, à peu près équivalent, de l'ordre de 10 millions, c'est-à-dire une perte de 2 fois 10 millions
à terme et en année pleine effective de réduction des dotations de l'État. Et des contraintes qu'il y a en plus, hein, l'ensemble. L'ensemble, ça fait 2 fois 10. À partir de cela, pour aller directement à l'essentiel et venir sur les questions de culture, j'ai le sentiment que la traduction, grosso modo, la mairie coupe dans les budgets de la culture et de l'événementiel, point, à peu près point. Et je suis au regret de vous dire que si telle était l'appréciation ou l'analyse que l'on pourrait en faire, elle serait tout simplement fausse. Donc, il y a un moment, je dis à certains qu'il faut quand même être cohérent. Moi, je n'ai pas demandé ces coupes budgétaires, je les subis. Et je fais en sorte, comme je l'ai toujours dit, que les finances de la ville soient saines et que l'on respecte les grands équilibres et ce qu'on appelle les fondamentaux en matière financière. Et ils sont respectés. Après, je conviens qu'on peut toujours me dire, mais on ne devrait pas réduire tel truc, mais tel autre. Ça, après, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le budget de la culture qui est en moyenne plus impacté que les autres. Alors, puisque j'aime bien démontrer ce que j'affirme, je vais vous présenter un tout petit PowerPoint, comme on dit, tout de même, avec quelques petits rappels, parce que ça me fait plaisir et ça nous fait plaisir de rappeler des éléments factuels. Après, pour ce qui nous concerne face aux réductions, quand vous prenez le budget culture événementielle, c'est juste le premier budget de la ville d'Orléans. Si l'on dissocie culture et événementiel, le budget de la culture est le deuxième après celui de l'éducation. Et donc vous avez le chiffre précis, 21 millions d'euros. Quand je vous dis souvent on est autour de 10% du budget de la ville, vous voyez qu'on est même un peu au-dessus, je minimise un peu, on est à 11% précisément du budget de la ville d'Orléans. C'est-à-dire que nous sommes l'une des villes de France, et il n'y en a pas tant que ça à ma connaissance, après il faudrait regarder, et on a d'autres choses à faire que d'aller vérifier chaque ville pour savoir ce qu'elle dépense, c'est pas notre boulot, mais on est une des rares villes de France à avoir plus de 10% du budget consacré à la culture. Alors vous pourriez me dire, donc, partant de quelque chose déjà assez haut, vous avez peut-être réduit la voilure depuis que vous êtes maire. Non, pas du tout. Parce que vous voyez qu'en 12 ans, on a refait les calculs, on a augmenté le budget alloué à la culture qui était déjà important, de 35%. Et on vous a donné quelques références, et notamment, puisque je vais passer rapidement à la fin, depuis que j'ai l'honneur de présider aux destinées de cette ville, nous avons eu 13 créations ou rénovations d'équipements, c'est-à-dire un par an. Je souhaite voir si beaucoup de villes ont fait ça. Et nous en avons actuellement, puisque ça vient sur les données pour le mandat qui s'ouvre, qui s'est ouvert, nous en avons 5 en projet, c'est-à-dire pratiquement le même rythme d'un par an. Et sur la partie événementielle, même s'il n'est pas toujours facile de distinguer culture et événementielle, c'est assez entremêlé, depuis le début des années 2000, donc il y a 8 événements majeurs qui ont été créés, c'est-à-dire pas tout à fait un par an, mais presque, tous les ans et demi. L'année dernière, 2013, sur proposition interne, excellente proposition, nous avons tenu les assises de la culture, et il y a d'ores et déjà un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment à la demande des artistes et créateurs, sur la collégiale Saint-Pierre, et ce n'est pas terminé. Et puis sur le changement dans les modes de fonctionnement, ça se voit moins, c'est pour ça que je le dis, la Maison des Arts et de la Musique, 14 compagnies accueillies alors que ce n'était pas le cas quand on l'a créé, le TGP, un certain nombre de... Enfin, nos centres culturels ont été, pour beaucoup d'entre eux, revus dans leur mode de fonctionnement et dans le but de répondre davantage aux besoins du monde de la culture et des artistes, et ça fonctionne de mieux en mieux de ce point de vue-là. Encore récemment, sur le centre Charles Péguy, vous y étiez pour certains d'entre vous quand on l'a réouvert. Les équipements en projet sur ce mandat, ce que l'on va à nouveau créer, rénover,
comme précédemment, donc c'est à peu près dans le même rythme. C'est pour ça que je ne vois pas où on porte atteinte à la culture, bien au contraire. L'espace culturel à l'Argonne, donc, qui est en cours de réalisation, hein, sur la friche de Stenwick, couplée avec la réalisation de l'équipement sportif. Nous allons, je crois que on ne l'a pas bien expliqué ça, parce qu'on a l'impression qu'on va mettre un coup de peinture là-dedans pour le muséum. C'est pas de ça dont il s'agit. On va transformer intégralement le muséum. C'est un très gros projet. Et le muséum doit devenir, c'est notre objectif, après on réussira pas. Bon, en tout cas, l'objectif, c'est d'en faire un lieu reconnu en France dans le domaine de la recherche, de la préservation de la biodiversité. C'est pas un tout petit projet. C'est pas un tout, bien au contraire. C'est presque, oui, Nathalie, c'est presque le gros projet en investissement que l'on est en train de détailler en ce moment. Même chose sur le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts, c'est vrai que depuis longtemps, il y a eu très peu d'investissements sur le musée des Beaux-Arts. Il faut qu'à la fois on le fasse davantage rayonner, et pour le faire rayonner, il faut qu'on puisse le transformer. C'est également un projet qui est lancé. La rénovation de la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, je l'ai dit dans la conf de presse à bord, intérieur et à bord, c'est du très lourd. Tout va être fait autour de la collégiale, et à l'intérieur aussi. Et on l'a dit, et ça commence à être fait d'ailleurs, que ça devienne vraiment un lieu de présentation, création artistique dédiée aux arts. J'accroche toujours sur cette formule, elle aura toujours du mal à sortir, des arts plastiques, c'est-à-dire de la peinture et de la sculpture. Voilà. Et qui sera de grande qualité. Donc, ça va vraiment devenir un lieu, en tout cas, là aussi c'est l'objectif, un lieu de référence sur Orléans. C'est d'ailleurs en train de se faire très rapidement. Ça a commencé et ça se fait bien. Et puis la salle de l'Institut avec le conservatoire, c'est pas un tout petit projet. C'est pareil d'ailleurs pour les AD, l'École supérieure d'art et de design, où je rappelle que la ville d'Orléans est pratiquement seule à financer, plus de 90 et des brouettes, alors que logiquement la compétence enseignement supérieur n'est pas la nôtre. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire du cocorico. C'est pas parce que j'ai envie qu'on dise « Oh, le maire, qu'est-ce qu'il est formidable dans la politique culturelle », c'est pas le sujet. Mais quand on me dit qu'on ne fait pas de politique culturelle... donc, alors après, ça s'est focalisé sur quoi dans le domaine événementiel culture? Sur deux sujets où je vais dire les choses, parce qu'il faut qu'on les dise. La question d'Orléans Jazz et la question de l'Astrolabe. Et je l'ai dit et je le maintiens, que dans le domaine culture, il y a un certain nombre d'actions culturelles et de soutien qui sont sanctuarisées. On pourrait me le reprocher, on pourrait nous le reprocher. C'est pas sorti du chapeau comme ça en disant tiens, ça on aime bien, on va sanctuariser. Ça ne se passe pas comme ça. Ça a fait l'objet d'itérations successives avec les services de la ville, avec les différents élus. Vraiment, c'est pas marrant de faire ça, hein. Moi, je préférais dire ça augmente de plus 5%, hein, franchement. Encore une fois, je suis sur le factuel. Donc, sanctuariser, par exemple, le concours international de piano. Pourquoi? Parce qu'à l'analyse, nous voyons un vecteur de rayonnement d'Orléans, d'attractivité d'Orléans. C'est un concours international pratiquement unique. Je parle sous le contrôle notamment de Philippe, il y en a qui connaît tout ça par cœur, il n'y en a pas d'autres ailleurs comme ça. On a quelqu'un qui en plus nous fait rayonner tout cela, qui est François Stina. On a les plus grands pianistes qui viennent ici à Orléans. On a un concours international qui, par rapport à ce qu'il représente et à ce qu'il nous amène, pardon d'être un peu trivial, mais ne nous coûte pas si cher que ça. Je vous dis les choses. On ne le touche pas. C'est 80 000 euros. Voilà, j'étais 70 000, 80 000 euros par an. Voilà, par an. Alors, il y a des choses qui se font comme brin d'herbe, qui se font tous les 2 ans, tous les ans, ça dépend. Mais c'est pas que le concours international que l'on voit. Il y a des événements aussi comme brin d'herbe, le concours brin d'herbe pour les tout petits. Et ça, ce sont des choses aussi qui nous paraissent intéressantes. Bon. L'orchestre symphonique, on le sanctuarise également. Pourquoi? À peu près pour les mêmes raisons, sachant que l'orchestre symphonique, vous le voyez,
il a augmenté considérablement son audience, considérablement. On a des musiciens assez remarquables. On a une création très originale avec des grands élèves, des professeurs, des musiciens professionnels. On a un mélange qui est assez unique. Super chef. J'allais le dire. On a un super chef avec Marius Stigorst. Je crois que j'ai voulu vous montrer tout ce qui était fait en plus, qui en l'espace de 10 ans est énorme. Parce que je ne connais pas beaucoup de villes qui aient mis tout cela en plus, alors que, je le redis, on partait déjà de quelque chose qui était, pour une ville de la taille d'Orléans, qui était assez remarquable déjà. Si on était parti de rien, mais on n'est pas parti de rien. Et on n'a rien enlevé, et on a ajouté beaucoup. Voilà, on était là, c'était bien, on passe là. Et là, on redescend d'une petite marche. Mais oui, mais si vous savez faire autrement, je suis preneur. Mais moi, ce que je sais aussi, c'est que au-delà... Alors, qu'il y ait de manifestations de gens qui aiment le jazz, qui disent c'est dommage. Mais évidemment, Nathalie, je crois, elle a parfaitement exprimé ça. Qu'il y ait maintenant une manipulation politique, parce que quand même, sauvons le festival de jazz, etc. J'ai vécu les mêmes choses en 2001, vous savez. Il y avait déjà à l'époque, c'était sur Archilab. Donc on allait tout supprimer, qu'on était les méchants, on arrivait. Je vous dis, la France va dans le mur. Elle va dans le mur parce que personne n'a le courage de décider. Voilà. Et parce que depuis 30 ans, les gouvernements reculent à cause de ce genre de choses. Il y a une pétition, il y a une manifestation. Mais si on est convaincu, après avoir retourné les choses, avoir touillé dans le pot, comme on dit, avoir pris des semaines et des semaines de réflexion, que ce que l'on propose est globalement le moins pénalisant. Alors qu'est-ce que je fais? Je renonce, je cède, parce que comme je ne veux pas d'ennui, je ne veux pas d'embêtement. C'est pas ma méthode. Pour le jour J, en fait, on a vu ça aussi comme une opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous est demandé de faire des choses aussi intéressantes, aussi motivantes pour les jeunes, dans des conditions qui sont plus restreintes. Donc c'est une occasion de revoir ce qui s'est fait, de le repenser. Le jour J à 16 ans. Et d'interroger le public du jour J, si est-ce que le jour J, ça répond toujours à une demande des jeunes, est-ce que c'est toujours la même, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, et effectivement, vous l'avez vu, ça s'appuyait sur le jazz, donc il fallait avoir une nouvelle réflexion par rapport à ça. Le jour J, effectivement, n'aura pas lieu en 2015, par contre, ça ne veut pas dire du tout qu'il est supprimé. Et concernant les gens qui s'intéressent au jour J et au public, on a toujours été assez ouverts à la discussion. On l'a déjà engagé sur le festival hip-hop parce qu'on s'est dit remettons à plat les choses et rencontrons toutes les associations qui interviennent pour ouvrir la possibilité d'y participer. Et je pense que probablement pour le jour J, ça ira dans le même sens. Voilà, ça c'est ma position par rapport à cet événement. Maintenant, on sait très bien que le public du jour J attend aussi des choses en ce sens. Et pourquoi pas réfléchir à quelque chose qui garde le contact avec le public pendant l'année où il n'y a pas de jour J. Donc on y réfléchit, on y travaille et on néglige aucune piste.